Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet événement qui prend place dans le cadre du festival et qui porte sur les questions de visibilité et d'invisibilité dans les noms de lieux. Donc il s'agit d'une table ronde qui va être consacrée à ce sujet. Cette table ronde est proposée sous l'égide d'une nouvelle chaire UNESCO en toponymie inclusive qui s'appelle Dénommer le monde. Alors, bon, je précise quand même que l'UNESCO n'est pas responsable des propos qui pourront être tenus lors de cette table ronde. Mais il y a ce contexte on est sur un sujet qui est un sujet d'importance. On est sur un sujet qui prend en plus beaucoup d'importance à Genève, justement, comme on aura l'occasion de le voir au cours de cette table ronde. Mais nous ne nous contenterons pas de la situation genevoise et nous ferons un tour d'horizon bien plus large. Alors, je vais tout de suite présenter les participantes et les participants à la table ronde. Donc, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Justine Barton, qui est à ma droite. Justine Barton, qui représente une association qui s'appelle l'Esquad, qui a pris des initiatives, et parmi ces initiatives, qui prend des initiatives, et parmi ces initiatives, il y a eu l'initiative Sente Elle, qui est très présente sur le festival de différentes manières, et donc on en saura beaucoup plus dans quelques instants. Il devait y avoir Héloïse Ronan du service égalité de l'agenda 21 de la ville de Genève, mais en cette période encore un peu troublée sur le plan sanitaire, malheureusement, Madame Ronan est malade et ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Mais je pense que Justine Barton aura la possibilité de nous donner quelques éléments sur les suites de l'initiative du côté de la ville. Nous avons également, mais cette fois en ligne et de loin, nous aurons la présence de Melissa Venjirou-Vita, qui s'exprimera en anglais, qui intervient depuis Nairobi, où elle est lecturer. Dr Venjirou a passé du temps ici à Genève pour un post-doctorat dédié notamment à ces questions-là. Ceci après un doctorat réalisé au Japon, mais portant sur la toponymie, la nomination des lieux de l'habitat informel dans les grandes villes africaines et particulièrement à Nairobi. Nous aurons également Michel Benarous qui est à ma gauche. Michel Benarous est architecte et géographe. Il est chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et il consacre depuis maintenant pas mal d'années une réflexion sur les questions de nomination des lieux, entre autres. Et puis nous aurons également une professeure Irène Hirt de l'Université de Genève, du département de géographie, qui est spécialisée en géographie culturelle, qui s'intéresse notamment aux questions de cartographie, mais aussi aux questions de toponymie, et qui est spécialiste des savoirs autochtones et de leur présence sur ces différents supports. Voilà donc pour les participantes et les participants à la table ronde. On fonctionnera de la manière suivante. Dans un premier temps, les participantes et participants feront une première présentation. Ensuite, on enregistrera peut-être des réactions autour de la table entre les participantes et participants, et puis ensuite on élargira le cercle et on aura le plaisir d'échanger avec l'auditoire. Alors, juste quelques mots en préambule, peut-être sur l'importance du sujet, de la question. Alors, on s'intéresse à la toponymie et on s'intéresse au moins autant ici à la question de la dénomination des lieux, du processus de dénomination, que la question des noms en tant que tels. En tout cas, c'est aussi l'objectif de la chaire UNESCO qui démarre ses activités. Alors, la question de la dénomination et la question de l'intervention éventuelle des pouvoirs publics ou des collectifs sur la dénomination des lieux
peut apparaître comme quelque chose de secondaire, d'anecdotique, de peu important. Alors je suis persuadé que vous qui êtes là, et puis les personnes également qui suivront ce débat en ligne ont pleinement conscience de l'importance du sujet, mais on peut dire que c'est souvent un sujet qui fait débat, qui fait polémique, mais qui peut souvent être aussi contesté, avec des arguments qui sont d'ailleurs ceux de ce que Hirschman a appelé la rhétorique réactionnaire. Hirschman, en définissant la rhétorique réactionnaire, montrait qu'elle reposait toujours sur la combinaison en fait, de 3 arguments, qui sont l'argument d'inanité, c'est pas important, c'est pas là qu'il y a de véritables enjeux, c'est dépenser de l'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. L'argument de l'effet pervers, intervenir sur cette question ou sur ce terrain, ça aura des effets pervers. Donc, par exemple, ça a un coût, le fait d'intervenir dans la signalétique, dans les adresses, etc. Ça peut être un argument qui est utilisé. Et puis enfin, il y a l'argument massu, qui est celui de la mise en péril. Il y aurait des équilibres qui se sont patiemment constitués, et venir vouloir remettre en cause ces équilibres et cet état de fait, eh bien, ça aurait potentiellement des effets néfastes sur la cohésion de la société. Et on retrouve alors assez clairement ces 3 types d'arguments quand on s'intéresse à ces questions de toponymie et la dimension politique de la toponymie. Pourtant, c'est quelque chose d'important, même de très important. Bon, d'une part, parce que par la nomination des lieux, en tout cas de certains lieux, il y a des enjeux de commémoration collective dans l'espace public. Donc, il y a la question de savoir ce que l'on commémore et ce que l'on ne commémore pas. Et là, la nomination des lieux est une fantastique machine à visibiliser ou, à contrario, à invisibiliser des présences, des savoirs, des mémoires. Donc, bien sûr, c'est important à ce titre-là, mais c'est aussi important de manière peut-être plus ténue, moins spectaculaire, dans la mesure où ça intervient dans le paysage du quotidien, ça intervient dans les adresses personnelles, et là, finalement, ça intervient de manière assez directe dans la dimension identitaire que peut avoir, par exemple, l'adresse personnelle. Également, ça intervient dans les systèmes de direction, de positionnement dans l'espace. Et puis la nomination des lieux, finalement, va se retrouver dans la signalétique, mais va se retrouver sur toute une série de supports. Évidemment, les supports cartographiques, papier, écrit, édité, mais aussi cartographie en ligne, cartographie embarquée, système de navigation. Et puis la toponymie, en tant que repère spatial, va aussi se retrouver dans le big data aujourd'hui. Et la plupart des informations qui sont enregistrées sont quand même ramenées à des lieux. Alors, le plus souvent par les coordonnées géographiques, mais parfois aussi par leur nom. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui intervient en termes de visibilité de ces dénominations. Alors, je vais pas dire beaucoup de choses supplémentaires. Je voudrais quand même peut-être juste m'accrocher un peu à l'actualité et dire que la toponymie, ça peut aussi intervenir dans des situations de crise majeure, même des situations de guerre. Et en ce moment, la guerre terrible qui ravage une partie de l'Europe se traduit aussi, ou se prolonge peut-être, sur le terrain toponymique. Alors certes, la guerre toponymique, ce n'est pas la guerre qui tue directement les gens, mais ça peut être un prolongement de celle-ci. Et il peut y avoir des enjeux qui finalement se projettent sur ce terrain-là. Juste 3 éléments. Vous avez peut-être suivi le débat sur l'opportunité ou pas de changer ou de faire évoluer la translittération de certaines villes, et notamment de la capitale ukrainienne, habituellement appelée en français Kiev, et écrite, translittérée, si vous voulez, sous la forme Kiev, mais qui est en fait une translittération qui intervient à partir de la forme russe du nom de la ville. Et donc il y a une demande de la part des autorités ukrainiennes de modifier ce système de translittération pour approuver en quelque sorte la dimension pleinement ukrainienne de la toponymie. Alors c'est plus ou moins bien reçu dans la mesure où là on intervient dans des langues qui sont des langues externes, et ces langues ont des règles, ont des systèmes de régulation, de stabilisation, et modifier cela, c'est quelque chose qui
pour en tout cas certains acteurs, peut paraître assez compliqué et peut paraître comme indépendant d'un soutien par ailleurs, si vous voulez, à la cause ukrainienne. Ce qui explique que, officiellement en tout cas, à part au Canada, cette demande de modification de la translittération n'est pas été suivie. En revanche, elle l'est souvent par les médias. Également, il y a eu des mesures qui ont été prises de rétorsion vis-à-vis des autorités russes, avec des changements de nom de rue, là où il y avait des ambassades, où il y a des ambassades russes, ainsi qu'à Oslo, à Washington ou à Tirana, par exemple. La nouvelle adresse de l'ambassade de Russie peut être rue des Martyrs ukrainiens ou rue Zelensky, par exemple. Donc c'est aussi une manière finalement assez forte, assez puissante quand même de montrer le soutien à une cause et puis de montrer que ça peut avoir aussi des conséquences au quotidien. Et puis enfin, il y a la photo qui est derrière moi, là, qui apparaît. Vous voyez que là, de manière très très concrète, une manière de résister aura pu être pour côté ukrainien de dissimuler certains panneaux de signalisation pour compliquer considérablement la navigation et l'avancée des troupes russes qui utilisent aussi cette traduction très très concrète dans la signalétique des noms de rues. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'était juste une manière de ramener une actualité assez brûlante à nos questions. On va passer aux présentations. Il y a bien sûr des questions transversales qui se posent. La question transversale, c'est d'une part celle du titre de la table ronde, mais titre qu'on pourra inverser. Alors c'est un des participants qui propose d'ailleurs ça, mais je pense qu'effectivement on pourrait parfaitement inverser et se poser la question de savoir de quoi ou de qui le nom est-il le lieu. Et on va voir que le nom et la discussion autour du nom eh bien, est un lieu de débat et éventuellement de contestation, mais aussi peut-être un lieu de pouvoir et aussi un lieu de représentation contradictoire. Voilà. Donc je passe la parole maintenant aux participantes et participants. Et pour commencer, Justine Barton, vous avez la parole. Merci. Alors, je voudrais commencer en prenant quelques secondes pour vous proposer juste de réfléchir un instant à la proportion. Merci. Ouais. Bon, je peux faire ça maintenant. Ce sera le fond de la présentation. Donc, je voulais vous proposer de réfléchir juste un instant à la proportion d'hommes et de femmes parmi les personnes qui, selon vous, ont donné leur nom à une rue à Genève. Je sais pas, on peut faire un petit sondage, vous n'êtes pas très nombreux, mais qui pense que c'est 50-50 ? Ok, ouais, vous êtes lucide. Qui pense que c'est 40% de femmes, 60% d'hommes ? 30-70 ? Toujours pas, ça va. 20-80 ? 10-90 ? Ah, ça va. En fait, c'est encore moins, c'est 7%. Donc, à Genève, il y a environ 550 hommes qui ont donné leur nom à une rue et 40 femmes. Alors que les critères qui ont servi à la ville pour dénommer des rues selon des personnes sont a priori non genrés. Il faut avoir marqué l'histoire de Genève de manière pérenne et être mort depuis plus de 10 ans. Et c'est de ce constat relativement éloquent au sens de l'escouade qu'est né le projet Sans Elle. Donc, selon nous, cette disproportion, elle procède d'un double mouvement, à la fois l'invisibilisation des femmes dans l'histoire et dans l'espace public. En fait, et cette invisibilisation, elle s'explique par tout un tas de logiques de domination systémique, notamment sexiste, mais aussi raciste et classiste. Et la toponymie, elle reflète ces valeurs dominantes, mais il y a aussi, comme ça a été dit par Frédéric, une espèce d'effet performatif. Donc, quand on décide avec quelle personne on nomme les lieux, on dit aussi qui est-ce qui est légitime, qui est-ce qui est valable. Et ça a un effet, un impact assez fort sur les inégalités, notamment de genre, qui sont très concrètes. Ça renforce un imaginaire genré. Et si on s'en tient au nom de rue, les personnes qui sont valables dans l'espace public à Genève, ce sont, sans surprise, les hommes cis, blancs, plutôt bourgeois, tandis que les femmes, et encore plus les femmes racisées et les femmes de classe sociale moins privilégiées, sont reléguées à la sphère privée, à la sphère domestique, en tout cas aux marges.
Donc pour les squats, c'était vraiment important de parler de ces personnes, de montrer ces personnes, de les ancrer dans l'espace public pour montrer qu'il y a une diversité et que la ville, elle appartient et elle ressemble à toutes et tous. Donc le projet Sans Elle a eu 2 axes. On a contacté une quinzaine d'historiennes de l'Université de Genève en 2018, avec qui on a commencé un recensement des femmes qui pourraient correspondre aux critères de la ville de Genève. Et pour elles, les historiennes ont rédigé des biographies, donc tout ça dans une logique intersectionnelle pour prendre en compte les éléments que je vous ai exposés avant. Donc là, elles ont été confrontées aux difficultés des sources parce que l'histoire, pour les mêmes raisons, a aussi effacé ou peu retenu ces femmes. On a du coup notamment des figures collectives, parce qu'on pose aussi des questions sur pourquoi on met des personnes en avant dans l'espace public. Donc on a notamment une rue des Trois Blanchisseuses, un quai des Trois Blanchisseuses, sauf erreur, ou d'autres figures collectives. En parallèle de cette rédaction des biographies, on a reçu le soutien de la ville pour installer des plaques dont vous voyez une derrière moi, 100 plaques alternatives qui ont été posées en 2019 dans 10 quartiers selon 10 thématiques. Et de ces plaques par quartier et par thématique, autour de ces plaques, on a organisé des visites guidées menées par des guides professionnels, des visites gratuites dont certaines ont encore lieu aujourd'hui. Et comme le projet au départ était censé être temporaire, les plaques n'étaient pas censées rester 4 ans, elles sont encore là aujourd'hui pour certaines, on a eu le projet de faire un recueil de biographies qui a pris des proportions qu'on n'avait pas franchement anticipées, mais qui est ici, dans ce sens-là c'est mieux, et dont vous retrouvez une exposition au Ré à Unis-du-Four. Donc c'est un recueil de biographies illustrées, les biographies ont été beaucoup retravaillées, les historiennes ont passé un temps fou parce que écrire une biographie, ça a aussi un volet politique et on ne raconte pas forcément les choses de la même manière. Et ces biographies ont été illustrées par 10 étudiantes alumnies de la aide et c'était une manière, encore une fois, de se réapproprier l'histoire de ces femmes, de réactualiser leur histoire et de poser un regard féminin et féministe sur ces parcours. Donc, et de la manière dont ont été écrites ces biographies, il y a eu vraiment une attention qui a été portée à mettre en avant l'ensemble du parcours de ces femmes. On n'a pas cherché à glorifier des héroïnes, on voulait retracer leur parcours avec les difficultés, les écueils, et le but c'était vraiment qu'il y ait un réalisme du récit historique. Et voilà. Donc ça c'était pour la partie du projet initial qui s'est développé en 2 volets, donc les noms de rue et le recueil ensuite. Et je prends un peu la parole pour Héloïse Roman qui est absente. La ville, en parallèle du projet Sans Elle, sur la base d'une motion qui a été acceptée au Grand Conseil genevois en 2019 ou 2020, disons, une motion qui a demandé au canton de renommer d'ici 3 ans 100 rues avec des noms de femmes. Et donc ces 100 rues pouvaient se baser sur le projet Sans Elle, puisque a priori les femmes correspondent aux critères. Donc de cette motion, la ville s'est saisie, et donc la ville qui nous a soutenu le départ, et elle a déjà renommé 10 rues en 2020. Il y en a 10 qui vont être encore renommées, et puis d'autres qui suivront encore. Et c'est intéressant de noter à ce propos, et je finirai là-dessus, et ça rebondit sur le début de notre table ronde, de s'intéresser un instant aux réactions qu'on a reçues. Donc tant que le projet c'était juste un projet de la société civile, que c'était militant et éphémère, globalement on a reçu des réactions plutôt positives, ou à la rigueur ça servait juste à rien, et puis on nuisait un peu à notre cause, et puis voilà. En revanche, quand la ville a décidé de renommer officiellement les rues, alors là ça s'est passé complètement différemment. On a eu des réactions hyper virulentes, hyper violentes ou insultantes. Enfin, on nous a accusés de négationnisme, des choses complètement lunaires. Et puis, on a vu aussi un vandalisme des plaques qui s'est vraiment intensifié, avec plus de la moitié des plaques qui ont été arrachées, puis reposées pour certaines. Donc, voilà, je vous cède la parole sur ces réactions. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage, pour l'initiative aussi qu'il y a derrière. Je ne doute pas qu'il y aura sûrement des réactions et des questions concernant cette initiative que je pense tout le monde connaît, mais peut-être pas dans ses prolongements.
Et effectivement, la ville de Genève apparaît aujourd'hui comme un haut lieu finalement de la prise en compte de ces questions-là, avec le prolongement qui a été donné à votre initiative d'une part, mais également avec une réflexion qui est menée en ce moment, avec un rapport qui vient de sortir sur les questions de présence d'une mémoire coloniale ou d'une présence de personnalités qui ont contribué, disons, à la colonisation ou à la propagation d'un certain racisme dans l'espace public genevois, avec une réflexion assez sereine qui est menée, un rapport tout à fait intéressant qui est sorti et qui, d'une part, dresse un peu un inventaire, un état des lieux de la question, mais aussi propose des modalités de prise en compte de cette dimension-là avec des tas d'options qui sont discutées. C'est tout à fait intéressant. Et effectivement, la ville de Genève apparaît aujourd'hui comme un lieu où ces questions-là sont discutées, des initiatives sont prises, et c'est donc tout à fait aussi intéressant à ce titre-là. Mais on ne va pas rester à Genève, on va s'en éloigner un petit peu, là, momentanément. On va rester en ville, certes, mais on va aller à Nairobi. On va aller à Nairobi où on va retrouver Melissa Wanjiru-Mvita, qui va apparaître à l'écran. Voilà. OK. Welcome, Melissa. You've got the floor on the screen. Okay. Donc, Melissa. So I will just share my screen. Okay, I hope you can see it clearly. Yes, it's okay, Melissa. Okay. Yes. Okay, thank you. So my name is Melissa Wanjiru-Mvita. I'm a lecturer at Technical University of Kenya. And today I have the privilege to speak about toponymy in Nairobi's informal settlements. So urban informality is a common phenomenon in cities of the global south. And in particular in African cities, this takes the form of urban informal settlements, otherwise known as slums. Much research has been done, as you know, on the challenge of slums, with most solutions focusing on eliminating or alleviating slums, that is, doing away with the slums. However, these solutions have not been successful, and it appears that the problem is far from over. In any case, some of the solutions that have been proposed have only exacerbated the problem of slums and resulting in other problems such as urban gentrification. So urban informality has, just a moment. Urban informality has often been characterized using terms, as you can see on your screen, such as insecurity of land tenure, inferior building materials, illegal occupation by the residents, irregular settlements which do not have a clear way in which they are organized, insurgent groups, which could be referring to crime or gangs which are often associated with crime in the informal settlements, as well as the efforts to have incremental improvement measures. So as a researcher myself who focuses on place naming, I sought to see whether there is a relationship between the names in informal settlements and the issues faced by the residents who live there.
In the case of Nairobi, we have it is estimated about half the population actually occupied or live in these settlements. So it is an important question that we need to address, because a majority, or at least half of the population, lives there. And so it's not something we can just ignore. So taking a case of Nairobi's informal settlements, I took the three major settlements, which are Kibera, Mathare, and Mukuru, and they house most of the slum dwellers. I wanted to take these case studies to showcase that the names actually do speak of the day-to-day challenges that the people face. So the first case was Kibera. And in Kibera, I saw a toponymy which reflects a heritage of isolation. And what I mean by this is that Kibera, which refers to a slum or an informal settlement in Kenya, has been said to be the largest slum in Africa. And I think most people accept that for a fact. But what is less popular is that the name itself, Kibera, though referring to a slum in Nairobi, Kenya, borrows the name from a Nubian heritage. So the Nubian community were not originally from Kenya, or what is known as Kenya today. In the early 1900s, as part of the British Army, they were recruited to fight for what was called the Kenya African Rifles in the First World War. The Nubians came from the Sudan area and helped the British in this fight. And so when this endeavor ended, they asked for a place to be settled. And so they settled in a forested area just outside of Nairobi. And that is actually where the name Kibera comes from. Originally, it was known as Kibra, which is the Nubian name for jungle or forest. But the name has since evolved to Kibera because of other ethnic communities which came to settle there over time. As you can see on the picture, on the left, it says Kenyan Nubian Council of Elders. What struck me about that statement is that there is a need to qualify the Nubian as Kenyan. But if you talk about the other communities in Kenya, such as the Luo or Kikuyu, you will never hear someone saying Kenyan Luo or Kenyan Kikuyu, because it is accepted as obvious that these are Kenyan. But the Nubian have always lived in isolation. They've never really been accepted as Kenyan. Why is that the case? It's because they are associated with the British colonial government, having fought with them. And they also are an ethnic minority, and they are a religious minority in the Kenyan context, because most of them are Muslim. As you can see on the other picture, we have some street names such as Burhan Marjan Road and Sheikh Mahmoud Road. So you can see that there is an Islamic influence also on the names of the Nubians. However, as much as the Nubians have been isolated as a community, their toponymic heritage continues to endure on the landscape. And that's why many places, Kibera itself, the name of the settlement, remains up to date, as well as other small villages within Kibera, restaurants, businesses, etc. They still have Kibera, still have Nubian names. We also have names which are associated with barracks or camps, which the Nubians occupied when they first came to Kenya. And so that military heritage, toponymic heritage, remains up to this day, with places with names such as camps, this camp or that camp. And so the point I meant to make with Kibera is that
as much as the community themselves have been isolated, the fact that they were the first settlers in Kibera and the fact that they left a toponymic imprint on the landscape, it has really made that heritage to be resilient or to be enduring up to this day. Briefly, I will look at the case of Mathare. So Mathare is another big informal settlement in Nairobi. And I see that the toponymy in Mathare reflects a cry for justice, especially for the residents. So the inception of Mathare informal settlement can be traced back to the colonial period, when Africans were actually not allowed to live freely in the city. They had to meet certain conditions to actually come into the city. And mostly it was the men who worked in the city and lived in dormitory areas while they left their families in the rural areas. However, a place such as Mathare emerged as an illegal shanty. As I mentioned before, illegality is one of the terms which is often associated with informal settlements. And so they would come here and illegally have their families living with them. And it is from these illegal shanty towns or shanty villages that was a hosting ground for insurgent groups such as the Mau Mau, which now fought against the British colonial government. In fact, there's currently a road named Mau Mau in Mathare. Now, the same cry for justice continues up to date. As you can see, it's really a very difficult life for the people who live there. With the picture on your left and the woman who is pulling a cart. But on the right, you see a place called Kosovo. So this is where one of the ways in which the people have actually imprinted names which tend to cry out for justice. So when I talked to the residents there, they said that they identified with the war in Kosovo at the time because they were also fighting against the local authorities who wanted to evict them and destroy their houses or where they live. So for them, they were seeing as if the war happening in Mathare could be compared with the war that was happening in Kosovo. And so that is what we call a kiosk or a small shop, which is located in one of the villages in Mathare called Kosovo. And the last example I would like to give is that of Mukuru. So Mukuru, the name itself comes from the Kikuyu language. It means valley. And Mukuru, for me and all the villages there, signified a symbol of resilience. So first of all, you will find, like in many parts of the world, the informal settlements in Nairobi are located in fragile areas, environmentally fragile areas. So they are illegal in the fact that, as you can see in the photo on your left, there is what used to be a river, but now is basically like something just carrying sewage. So this is one of the rivers that go through Nairobi, but it is highly polluted. And you can see people living just at the edge of the river. And so these are people who are actually naming their settlements. For example, we have Mukuru itself, which means valley in a local dialect. But Mukuru also has other names, such as the one we have seen in Mathare, names such as Vietnam, because in the 70s, the people also identified with the war in Vietnam as the local authorities tried to evict them. But you also find that most of the names there are referring to issues such as fire, because constantly there are fires coming up in the settlements. Then you have names referring to flooding
because when it rains heavily, then the people are affected by floods and have to move out of the area, and we even experience many deaths. But the people continue to live there because they don't have any other option. As you can see on your right, there's a kind of an adaptation of their own way of numbering their set or structures. So this is not like a government way of numbering structures. In fact, the government usually has a very difficult time on how to perhaps carry out census in the informal settlements or such things. But the people there, together with the village elders, actually have their own way of knowing who lives there. And this is one of the ways. And so I find that using the 3 case studies that I've mentioned, one can say that toponymy is an important tool to actually understand some of the challenges or some of the issues that face the urban or the people living in informal settlements. And they are an important part of the urban community, especially in African cities, because they constitute a very large percentage of the population. I think with that, thank you very much for your attention. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot, Melissa. Bon, oui, donc là, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des réalités périphériques de Nairobi, avec ses quartiers informels et ses bidonvilles et les pratiques toponymiques qu'on peut y noter. Et puis cette mise en perspective historique qui donne toute son épaisseur aux démarches actuelles. On va enchaîner avec la présentation de Michel Benarous. Donc Michel Benarous qui lui aussi va s'appuyer sur, pas seulement, mais assez largement sur des réalités pratiquées sur le continent africain, pour s'intéresser à la toponymie officielle, mais aussi, comme il en a été question avec la présentation de Mélissa, la toponymie vernaculaire, et puis peut-être pour aller encore un peu plus loin, en s'interrogeant sur finalement quels sont les lieux qui sont nommés et qu'est-ce qui fait lieu. C'est une autre manière de questionner la visibilité et l'invisibilité à travers la toponymie. Ok, merci Fred. Bon, comme vous le voyez, comme vous allez bientôt le voir, j'attends la présentation, ça va être très visuel. Ah oui, c'est à moi de... Non. Voilà. Inverser les termes de la table ronde, donc ne demandez pas de quoi les lieux sont-ils le nom, mais plutôt de quoi les noms sont-ils le lieu. C'est une façon de dire qu'on tient peut-être trop aisément pour acquis que la toponymie serait un lieu de pouvoir, un lieu d'affirmation symbolique, une machine, comme disait Fred, à fabriquer aussi bien de la visibilité que de l'invisibilité, bref, ce qu'on peut appeler une technologie de pouvoir. La nomination, c'est bien évidemment une activité humaine universelle qui traverse l'histoire et les continents, mais les modalités, les formes de la nomination et la fonction politique ou la fonction mémorielle qu'on lui fait remplir varie énormément selon les lieux, selon les époques. Et c'est ce qui a amené ma collègue Liora Bigwan, qui est israélienne, et moi-même à amener une notion de culture toponymique, donc de dire de façon à essayer de comprendre comment chaque ville a plus ou moins une manière différente d'assembler différentes strates toponymiques, différents systèmes toponymiques, la toponymie formelle, bien sûr, celle qu'on voit sur les plaques de rue, mais aussi les autres qui sont particulièrement présentes dans les villes africaines. Et je vais illustrer ceci de manière très visuelle en m'appuyant sur des photos qui, pour l'essentiel, sont tirées d'une exposition que nous avions faite, réalisée en 2018 déjà, sur la toponymie dans les villes africaines et israéliennes. Je vais me focaliser ici uniquement sur les villes africaines, mais en insistant sur 3 points. C'est que
l'efficacité de la technologie, enfin de la toponymie officielle comme technologie de pouvoir est très sérieusement limitée en Afrique par 3 critères. Le premier, c'est la non-hégémonie de la toponymie officielle. C'est pas forcément, non seulement c'est pas la seule, mais c'est pas forcément la plus utilisée. Et ensuite, en s'intéressant à 2 autres questions, c'est la matérialité. Alors la matérialité, ça veut dire ça pourrait rejoindre la couleur des plaques, ça pourrait rejoindre mais ça rejoint aussi la distribution spatiale de l'affichage dans la ville. Il y a des quartiers où on affiche, il y a des quartiers où on n'affiche pas, où on doit donc fonctionner avec d'autres systèmes toponymiques. Et enfin, les usages qui sont un petit peu trop souvent négligés, les usages qui comportent la réception des noms de lieux et ce qu'en font les gens au quotidien, en partant du principe admis dans les études culturelles depuis Stuart Hall que ce sont les usages ou les pratiques qui déterminent les significations. On verra au fil de la présentation que le non-usage aussi peut être une pratique signifiante. Donc on va commencer avec la question de qui nomme quoi, parce qu'effectivement, le pouvoir de la toponymie, si ce pouvoir existe, il commence avec le pouvoir de décider ce qui mérite d'être nommé dans une société. Qu'est-ce qui vaut d'être nommé, par qui, selon quels principes, selon quelles normes qui sont plus ou moins admises ou contestées. On va commencer par 2 images de Gao, une ville qui est sur les rives du fleuve Niger, dans le Nord Mali. Comme beaucoup de villes qui bordent le Niger, Gao est une ville de canaux. Les canaux sont très importants dans la ville, dans l'histoire, dans la mémoire de la ville, mais ils ne sont absolument pas nommés. Ici, on voit, enfin, ils ne sont pas nommés de manière officielle. Ici, ce qu'on voit en haut à droite de la photo, c'est une plaque qui indique le quartier, qui indique un numéro de rue. Mais cette rue, elle est surtout connue comme Tilafonso. Tilafonso, c'était un canal qui aurait été fondé par le fondateur de la ville au IVe siècle, donc ça remonte à quand même assez loin, et on a retenu toutes les histoires de ce canal qui servait à abriter les bateaux. Le Pharaon de Beauté, le créateur de la ville, enfin le créateur mythique de la ville, était à la tête d'une communauté de pêcheurs, donc le canal lui permettait de rentrer ses bateaux, de les abriter. Les canaux ont permis le développement de la culture irriguée, les canaux permettaient aussi, servaient d'abri au génie des eaux. Il y a toute une mémoire qui s'est développée, qui s'est transmise autour de ces canaux, qui depuis ont été comblés, ont été recouverts. On voit sur la photo qu'ils sont de temps en temps découverts pour puiser de l'eau. Mais si vous demandez à un habitant de Gao, la rue, je ne vois pas très bien le numéro, la rue 312, personne ne vous dira où elle est. Par contre, vous demandez Tilafonso, tout le monde connaît. On a un 2e canal qui est recouvert ici, le canal Gouroum, qui pareil, qui est très connu, parce que ce canal amenait autrefois de l'eau, donc autrefois au XVIe siècle, de l'eau au palais des Askia. Les Askia, c'était la dynastie qui dirigeait l'empire Songhai, le plus grand empire ouest-africain de l'époque. Et ce canal qui menait au palais royal, évidemment, était très connu. Il est recouvert, il reste connu aussi, beaucoup plus que la rue 416. On passe de Gao, on va passer à Dakar. L'arbre qu'on voit est au centre d'un pâté de maison qu'on appelle un pench. Un pench en Lébou. Les Lébou étaient aussi une communauté de pêcheurs, les premiers habitants de Dakar. Le pench, c'était l'assemblée villageoise qui se tenait généralement autour d'un arbre. À la création de la ville, à la fin du 19e siècle, il y avait 12 pench sur le site actuel de Dakar, qui ont évidemment été, en bonne logique coloniale, qui ont été détruits à la faveur d'un plan damier. Curieusement, ce qui est très intéressant, c'est que ces pench ont été détruits, mais se sont redistribués dans la ville. Ils se sont moulés dans les vides du plan damier. De déguerpissement en déguerpissement, ils ont souvent déménagé plusieurs fois, et ces pench sont des éléments de mémoire de la ville que tout Dakarois connaît, alors qu'ils ne figurent absolument sur aucun plan officiel. Ils ne rentrent pas dans la nomenclature des lieux. Donc c'était les absents. Les pench comme les canaux de Gao, c'était, disons, les absents de la toponymie officielle. Mais la toponymie officielle a aussi ses invisibles ou ses illisibles. Faut rappeler peut-être que la toponymie
la toponymie, l'odonymie, donc ce qu'on appelle l'odonymie, c'est la dénomination des rues, des places, enfin des voies de circulation. En Afrique, c'est un résultat de l'intervention coloniale. On dénommait les quartiers dans l'histoire, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire africaine, on trouve des quartiers nommés, mais des noms de rues, non. On avait des descriptions, la rue qui mène à la mosquée, la rue qui mène au marché, la rue qui va dans telle localité, mais non seulement on n'avait pas de nom de rue, et en dehors il y a une nouveauté, c'est la nomination, mais l'autre, c'est la nomination à fin commémorative, où l'instrumentalisation politique est totalement étrangère à l'histoire urbaine, qui est pourtant riche et longue. Et là, on a à gauche une rue qu'on ne peut pas lire, alors que pourtant, elle commémore quelqu'un qui était tout à fait respectable, qui s'appelait Mas Diokhane, qui était un lébou, un des premiers habitants de Dakar, qui appartenait à la communauté des premiers habitants de Dakar. C'est un compagnon du président Senghor, le premier président du Sénégal indépendant. Personne n'a rien contre El Hadj Mas Diokhane, mais simplement sa plaque tient sans que personne ne la lise ni n'en tienne compte. Et à droite, on a quelque chose qui est encore plus drôle. Djibo Bakary, c'était un des grands noms aussi de l'indépendance du Niger, quelqu'un de très respecté. Quand on demande aux gens qui se souviennent de Djibo Bakary ce qu'ils en pensent, mais c'était quelqu'un de formidable. Et la place Djibo Bakary, qui est censée l'honorer, qui est censée le commémorer, a été privatisée il y a quelques années. Donc la place, ici on voit les participants, donc quelques genevoises. Il y avait un séminaire sur la toponymie organisé par Fred, qui s'est tenu il y a quelques années à Niamey. Tout le monde est allé voir cette fameuse place, qui n'était plus une place, qui était un parking privé. Donc la commémoration de Djibo Bakary est tombée complètement à l'eau, et quand on demande aux habitants du quartier autour, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il y avait une place Djibo Bakary. Tant qu'elle était dans l'espace public, personne ne l'avait remarqué, alors que les gens vivaient là depuis 20-30 ans. Et le quartier lui-même, ça s'appelait Petit Marché, un marché qui a disparu, qui a brûlé, mais qu'on va continuer à appeler Petit Marché. Donc la toponymie commémorative n'est vraiment pas rentrer dans les usages, disons, en tout cas dans ces villes. Et là, comme illisible, on atteint le sommet de l'illisible à Lubumbashi. Et j'aime bien cette photo parce que l'état du panneau contraste suffisamment avec les voitures qui sont briquées, qui sont véritablement l'objet de toutes les attentions. Donc il y avait la question de ce qu'on nomme, il y a maintenant la question de la matérialité, et dans la matérialité, il y a les matières et il y a la distribution spatiale. Ici, on est à Maputo, la capitale du Mozambique. La photo du bas, au nord, Samora Machel, qui était le dirigeant premier de la guerre d'indépendance et de la révolution mozambicaine et de l'indépendance mozambicaine. Une belle plaque de marbre qui est en centre-ville. Et la photo du haut, avec sa plaque numérotée qui est plus en marbre mais qui est en fer, dans des quartiers périphériques. Ça dit assez bien les limites de la tendance qu'on trouve régulièrement, y compris chez les universitaires, à se focaliser sur les centres-villes. Si on se focalise sur le centre-ville, on va dire c'est formidable, le centre-ville, le paysage de Maputo a été complètement décolonisé. Ben non, pas forcément, d'autant plus que finalement cette toponymie commémorative, centrée sur les centres-villes ou centrée aussi sur quelques grandes artères, elle a tendance à accentuer des divisions internes qui sont un héritage colonial. Les colonisateurs français, portugais, anglais ou autres ont nommé les centres-villes où ils résidaient pour des raisons idéologiques qui leur étaient propres. Généralement, les quartiers un petit peu plus périphériques pouvaient recevoir des numéros, parce qu'il ne faut pas déconner, on n'allait quand même pas donner des noms de lieux, des noms commémoratifs à des quartiers appelés indigènes ou des quartiers africains. Et la majeure partie de la ville était ce que Mélissa a montré, informel, donc ne recevait ni nom ni numéro. Et cette renomination qui part d'une volonté de décolonisation, en fait, elle accentue très souvent, ou elle rend encore plus lisible, les divisions héritées de l'urbanisme colonial. Ça apparaît à Maputo, où la rue centrale, la rue numérotée,
Et dans un quartier qui sert de frontière, c'est une véritable frontière urbaine entre le centre-ville, qu'on voit sur la photo de gauche, c'est l'avenue Lénine sur le centre-gauche, qu'on appelle donc la ville, les Mozambicains appellent la ville de ciment, et puis à droite, la ville de Roseau, qui elle est totalement informelle et ne reçoit officiellement ni nom ni numéro. Alors, des noms, on peut en trouver en dehors des centres-villes. Ici, à Brazzaville, c'est le quartier Bakongo, c'est un des quartiers les plus pauvres de Brazza, qui avait été fondé par Félix Eboué du temps où il était gouverneur général de l'Afrique équatoriale, ça s'appelait, je crois. Et c'est un quartier qui jouxtait le plateau colonial. Et on va retrouver là des noms de lieux qui remplissent ici une fonction un petit peu spéciale. À Brazza, c'est une manière d'affirmer des droits, une propriété foncière, une sécurité foncière. Si je mets le nom de ma rue et le numéro de ma parcelle sur le mur, j'ai moins de chances d'être embêté ou qu'on me cherche des pouces dans la tête ou qu'on cherche à questionner mes droits fonciers. Mais dans tous les cas, la matérialité aussi, et ici se lit sur les matériaux. Félix Eboué, pour ceux qui, enfin peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'est quand même, ça a été la première personne de couleur à rentrer au Panthéon français. C'est un compagnon de la Libération. Enfin, c'était quelqu'un qui est énormément honoré en France. Ici, à Brazzaville, on n'a rien contre lui, mais c'est, je trouve assez piquant de voir son nom à la peinture sur une tôle ondulée. Donc, on a en proximité de centre-ville, dans certaines villes, des rues nommées. Dans d'autres villes, on retourne à Dakar, on a des rues au départ numérotées. C'est deux images de la même rue. Le quartier de la Médina, c'était le modèle colonial des quartiers numérotés, des quartiers indigènes. Il y avait une épidémie de peste en fièvre jaune, une épidémie de peste en 1914 qui avait poussé les autorités coloniales, dans la logique de l'époque, la logique hygiéniste et racialiste de l'époque, à repousser autant de Sénégalais possible du centre-ville. Donc il y a un nouveau quartier qui leur a été créé, qui s'appelait la Médina, qui ne figurait pas sur les premiers plans de l'époque, et ensuite, quand il figurait, même les numéros n'y figuraient pas. C'était une manière d'accentuer aussi une division intra-urbaine. Et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré tout, alors que les numéros ne sont pas censés avoir de signification particulière, en tout cas beaucoup moins que les noms en tant que tels, ces numéros sont devenus un signe d'appartenance à la Médina. Il y a une identité du quartier de la Médina qui est très forte. Et très récemment, dans les années 90, une grosse opération de la Banque mondiale a voulu renommer, réadresser des quartiers qui ne l'étaient pas. Donc l'opération s'est déroulée aussi à la Médina. Et certaines rues numérotées ont pris un nom qu'on voit ici. C'était Kadi Djibril Ndiaye, qui était un habitant de la Médina, mais à nouveau, personne ne va connaître ce nom de rue. C'est la rue 15 qui s'est imposée. Et dire, quand on est Dakar, moi je suis de la rue 15, ça veut dire, je suis de la Médina, donc j'ai quelque chose en plus. Cette identité, curieusement, a pris, c'est aussi une manière d'inviter à considérer la signification des noms dans la durée et à partir de ce qu'en font les gens. Et là, quand on s'éloigne encore un peu plus, c'est l'exemple du quartier non nommé pendant très longtemps, Pikine, la deuxième ville du Sénégal, en banlieue de Dakar, plus d'1 million d'habitants, qui a 4 rues nommées, qui a eu pendant très longtemps 4 rues nommées. Avec l'opération de la Banque mondiale, toutes les autres ont été numérotées récemment, mais personne ne connaît ces numéros, personne n'en tient compte. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que l'orientation dans cette ville est fonction de l'interlocuteur. Si vous demandez aller voir telle personne ou aller dans tel quartier, selon ce qu'on peut connaître de vous au premier abord, on vous dirigera, si vous êtes censé connaître un petit peu la ville, par les noms de familles connues, par certaines boutiques, par les propriétaires de certaines boutiques, sinon par des repères comme des mosquées, comme un marché.
Et ces aides à l'orientation varient selon l'interlocuteur. Donc il peut y avoir une extrême finesse indépendamment de tout adressage. Et dans la matérialité, donc là dans l'inscription, la ville de Tichy en Kabylie, en Algérie, le nom de Tichy n'a absolument rien de politique, mais ce qui fait la dimension politique de cette photo, ce sont les langues. L'arabe avait été déclaré officiellement langue étrangère en 1938, à l'époque française. L'arabe est revenu, évidemment, est maintenant langue officielle de l'État. Le français est langue étrangère à son tour, mais reste quand même utilisé à Tichy en Kabylie, ce qui ne sera pas forcément le cas ailleurs. Et on a, sur les panneaux de gauche, on a au milieu des inscriptions en berbère, qui est toujours dans une dynamique d'affirmation qui n'est pas tout à fait complète. Le berbère a été reconnu langue nationale en 2002, mais pas langue officielle. Langue nationale et officielle en 2016, mais toujours en grand en dessous de l'arabe, qui est seule langue officielle de l'État. Et en Kabylie, ces trois langues sont nécessaires, et on voit que quelles que soient les stratégies de pouvoir, quelle que soit la manière dont l'adressage reflète les stratégies de pouvoir, il y a une nécessité de négocier avec les usages que font les gens. Et on a donc trois langues de manière relativement inattendue sur cette photo. La dernière chose, enfin, donc ce sont les usages et les non-usages. Donc Dakar, Mme Cherif Rafal, Lamphal pour en abrégé, c'est un des grands noms un des fondateurs, un des grands noms de la confrérie mouride, qui est une des principales confréries musulmanes au Sénégal. Et cette rue est assez exceptionnelle parce que Dakar s'est très longtemps méfié d'une mouridisation plus ou moins fantasmée. Le cœur du pays mouride, c'est le centre du Sénégal, le bassin arachidier. Et les Dakarois anciens ont longtemps tenu ces mourides pour des paysans qui allaient venir avec des mœurs bizarres, qui allaient corrompre la belle urbanité qui régnait jusque-là dans la ville. Et on se retrouve avec très très peu, de manière contradictoire, enfin de manière opposée à la puissance économique, politique, culturelle du fait mouride au Sénégal. Il y a très peu d'odonymes mourides. Et ce boulevard a été inauguré en grande pompe dans la liesse populaire il y a moins d'un an maintenant, il y a un an. Mais curieusement, à nouveau, personne ne va utiliser son nom. On va l'appeler Canal 4, c'était son ancien nom, parce que derrière le mur, il y a un canal à ciel ouvert qui continue de couler. Et ce qui fait le motif de la fierté, c'est plutôt d'avoir des images peintes de Lamphal, d'avoir des slogans, des bouts de morale qui sont peints, qui sont affichés, d'avoir installé 2 bancs, mais le nom lui-même n'est pas repris. Et il y a une méfiance, non pas seulement vis-à-vis de la toponymie mouride, mais on la retrouve vis-à-vis, je pense, de tout ce qui est instrumentalisation commémorative de la toponymie. On reste sur une toponymie qui est très fonctionnelle. Un canal, ça dit bien ce que c'est un canal. Là, on se retrouve, là, on a 2 points de repère dans un quartier. Alors, l'image de gauche, c'est pareil, donc on n'est plus avec la confrérie mouride, mais la confrérie tidiane, qui est une autre confrérie majeure au Sénégal. Et Abdou Aziz Sy, enfin Malik Sy, c'est une des personnes les plus respectées. L'espèce de monument qu'on trouve au milieu d'un rond-point est entretenu d'une manière extraordinaire. La plaque est souvent cassée à cause du vent, elle ne tient pas bien, il y a des vibrations, le sol tombe, elle est immédiatement réparée, mais aucun chauffeur de taxi ne vous amènera si vous demandez à aller au rond-point Malik Sy. Ce qui sert de repère, c'est la station Shell derrière. Et c'est un repère majeur dans la ville. Un autre repère majeur, dans le même quartier, sur la photo droite, là, c'est donc le club sportif, un des premiers clubs sportifs omnisports de Dakar, le Cœur Diaraf. C'est un bâtiment qui ne paye pas de mine,
mais ce bâtiment est universellement connu, enfin universellement, de tous les Dakarois, de tous les taximens, de tous les piétons. Si vous voulez aller quelque part, ou si vous voulez diriger quelqu'un quelque part, dites-lui, par rapport à Cœur des Raves, tu tournes à droite ou tu tournes à gauche. Et à nouveau, ce sont ce qu'on pourrait appeler une toponymie fonctionnelle, une toponymie descriptive, beaucoup plus que commémorative. Sur les usages, enfin, une image drôle, parce qu'on voit que la cancel culture n'a pas pris souche au Maroc. On avait la rue Bringot qui était tuée. C'était le photographe personnel du sultan. Il y avait eu des émeutes en 1912, au moment où le sultan était sur le point d'accepter le protectorat français. Et donc il y a eu des émeutes terribles et ce photographe personnel du sultan a été tué, a été honoré. Et dessous, à l'indépendance, on a la rue Patrice Lumumba, donc c'est la transcription phonétique de Lumumba, évidemment. Mais les deux noms coexistent. Même si le nom officiel maintenant c'est Patrice Lumumba ou Patrice Lumumba, les deux noms coexistent. Et dans l'usage, c'est Bringot qui reste. Quand vous vous dirigez quelque part, vous dites vous allez à Bringot, la rue Lumumba, on ne la connaîtra pas forcément. Je vois Fred qui s'impatiente, il me reste 2 slides. Là, une image de Niamey qui est intéressante parce que ce qui est intéressant, c'est de lire le panneau. On voit 2 localisations possibles pour cette menuiserie qui est installée rue du Château d'Eau. Celle-là, par contre, c'est une des rues connues à Niamey, mais elle ne figure pas sur le panneau. Regardez, vous allez vous débrouiller par rapport à l'INRAN, c'est un centre de recherche agricole, vous allez vous débrouiller par rapport à la caisse de sécurité sociale. Il a donné un tas de renseignements, des informations de contact, des téléphones, du email. Il a donné toutes les preuves qu'il exerçait un business légal, formel aussi, avec un numéro d'identification fiscale, d'inscription au registre de commerce, mais l'adresse officielle, apparemment, n'est pas une information digne d'être mentionnée. Et enfin, la dernière image, celle d'un marché à Douala. Les étals ont recouvert toutes les plaques de rue en centre-ville qui pouvaient figurer sur les murs. Quand on passe à l'arrière des étals, on voit à quoi sert la plaque, à suspendre un sac. Mais personne ne connaît ne va parler ni de la rue d'Aubel, ni d'aucun nom officiel. On a une toponymie spontanée, populaire, très drôle par moments. Carrefour des 3 voleurs, Carrefour j'ai raté ma vie, Carrefour... Et les agents de la ville qui viennent percevoir les taxes quotidiennes auprès des marchands, ou les policiers qui viennent les verbaliser parce qu'ils n'hésitent pas, utilisent la toponymie informelle. On ne va pas avoir sur un procès verbal ou sur une quittance fiscale, on ne marquera pas rue d'Aubel, on marquera Carrefour, j'ai raté ma vie. Donc cette toponymie informelle s'impose aussi à ceux qui seraient censés utiliser quelque chose de plus formel. Donc la conclusion, c'est que la toponymie formelle en tant que telle est parfois aveuglante, et aveuglante dans le sens où elle nous suggère un sens qui n'est pas le sens que donnent les pratiques, et que c'est un plaidoyer pour une toponymie qu'on pourrait appeler relationnelle, de s'intéresser à la relation que les gens ont avec une forme ou une autre de toponymie. Merci beaucoup pour cette présentation assez large sur des réalités sur le continent. Merci beaucoup. Je pense que ces réalités et ces pratiques, du coup, en retour, questionnent aussi un certain nombre de réalités et de pratiques qui peuvent être les nôtres en Europe occidentale. Mais on va continuer cet exercice de décentrement et d'exploration de réalités différentes, avec cette fois Irène Hirt, qui va intervenir à partir de son expertise sur la question des peuples autochtones du continent américain, aussi bien au nord qu'au sud. Alors bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Oui? Oui. Alors ok, merci.
Alors, je vais essayer d'être un peu brève vu qu'on veut garder du temps pour la discussion. Alors, la toponymie, tout d'abord, bon, moi je suis géographe, géographe suisse, et j'ai eu cette chance au cours de mes différents parcours de recherche, de thèse, d'abord et ensuite les recherches qui ont suivi la thèse, de faire de la recherche de type collaborative avec plusieurs communautés de plusieurs peuples autochtones, tout d'abord au Chili, avec des communautés issues du peuple mapuche, et puis plus tard au Chili, au Québec, avec les Premières Nations, une Première Nation, la Première Nation des Pequawkamilnuts, qui est une Première Nation Innu au lac Saint-Jean, à Québec. Et en fait, ces projets ont tous pour point commun d'avoir une visée qui est celle de se réapproprier des terres et des territoires qui ont été, soit de défendre des terres et des territoires, soit de récupérer des terres et des territoires qui ont été désarticulés ou perdus, usurpés au cours de processus divers liés à la colonisation de leur territoire par la société dominante. Donc, ce sont des caractéristiques qui sont celles assez communes aux peuples autochtones des Amériques, donc peuples autochtones, ce qu'on a appelé beaucoup plus longtemps comme étant les Amérindiens. Donc, les noms de lieux, finalement, sont une composante de ces projets de récupération, réappropriation du territoire, et ce sont pas les éléments essentiels, mais ce sont un des éléments. Et il y a un lien très étroit entre la langue, le territoire et l'identité chez les peuples autochtones. Et le nom de lieu vient vraiment s'inscrire dans ces relations-là. Alors, il faut dire que la toponymie, c'est quelque chose d'essentiel dans la relation au territoire. Historiquement, chez les peuples autochtones, je vais peut-être ici, pour restreindre un petit peu, m'arrêter aux sociétés autochtones d'Amérique du Nord pour restreindre un peu, pour parler des sociétés nomades. Dans les sociétés nomades à tradition orale, les noms de lieux ont diverses fonctions, mais une des fonctions est de se déplacer en territoire. Les noms de lieux ont pour caractéristique de décrire des espaces pour se déplacer, mais aussi pour des fonctions de commémoration, par exemple, qu'il s'est passé telle chose à tel endroit. Elles sont souvent propres à une famille, parfois même à une personne, et ces noms de lieux vont changer en fonction. Une même rivière peut avoir un nom de lieu différent en fonction des groupes qui le pratiquent. Donc, une rivière peut avoir 10 noms différents en fonction des groupes qui le pratiquent. Ça, c'est dans la territorialité, on va dire, historique. Mais aujourd'hui, les noms de lieux ont une importance primordiale dans les processus de revendication des peuples autochtones quand ils revendiquent des territoires par rapport au gouvernement provincial ou fédéral au Québec. C'est-à-dire que le nom de lieu permet de montrer une continuité d'occupation du territoire pour les sociétés nomades qui, comme vous le savez, une société nomade en général n'a pas construit de monument en pierre, n'a pas laissé de marque, en tout cas tangible dans le territoire, tangible au sens, pour un œil, on va dire, occidental. Et donc le nom de lieu, en ce sens qu'il garde la mémoire du territoire, est un élément primordial pour revendiquer, pour démontrer une présence dans ce territoire. Et c'est d'autant plus important que, je crois que c'est Michel, ou je suis plus sûre du nom, oui, Michel, qui a parlé de toponymie comme dispositif ou technologie de pouvoir. C'est d'autant plus important justement que historiquement, les peuples autochtones ont été effacés des cartes officielles de la conquête, de la colonisation dans les Amériques. On a souvent
effacer les peuples autochtones, leur territoire des cartes des Amériques. Et aujourd'hui, la toponymie permet justement d'inverser cette invisibilisation. Il y a évidemment tous les noms, vous connaissez tous ça, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le fleuve Saint-Laurent, tous ces noms de lieux qui ont été, disons, des noms, on a donné des noms de lieux tirés de la chrétienté ou marqués par la chrétienté européenne en tout cas, et aujourd'hui redonner des noms de lieux autochtones à ces lieux-là, c'est à la fois une façon de réhabiliter, de revisibiliser la présence des peuples autochtones dans l'espace américain, mais c'est aussi pour les peuples autochtones une façon de montrer qu'ils étaient là. Donc c'est de s'approprier, en fait, de réinverser cet outil, cette technologie de pouvoir colonial et de lutter contre l'idéologie de la terra nullius. C'est aussi une façon aujourd'hui pour les pouvoirs publics, que ce soit québécois ou canadiens, de réhabiliter aussi la mémoire autochtone. Il y a des noms de rues qui sont renommés avec des noms autochtones aujourd'hui. Voilà, alors il y a beaucoup d'enjeux. Je vais peut-être m'arrêter presque là pour qu'on ait du temps pour la discussion. Simplement, peut-être un enjeu qui a été moins discuté, c'est qu'aujourd'hui pour les peuples autochtones, un des enjeux, c'est que quand on inscrit un nom de lieu sur une carte, ça veut dire que l'on passe d'une tradition orale à une tradition écrite. Et là, il y a des enjeux qui sont liés au fait que dans une tradition orale, les noms de lieux ne sont pas figés, ils évoluent en fonction de la territorialité, en fonction du locuteur, etc. Mais aujourd'hui, il y a une injonction à inscrire ces noms de lieux sur une carte. Et là, évidemment, ce sont des savoirs qui se transforment, mais c'est un passage qui est néanmoins nécessaire pour exister justement sur les cartes, on va dire sur les cartes du monde, sur les cartes d'un pays, sur les cartes d'une région. Alors, il y a beaucoup plus d'éléments, je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter. Merci Irène pour cette introduction en fait à ces questions de restauration, de reconnaissance, de réhabilitation qui sont extrêmement fortes, notamment sur le continent américain et qui enrichissent encore les questions que nous posons ici. Alors merci aussi d'avoir laissé du temps pour la discussion. En fait, on va peut-être fonctionner un peu différemment. J'avais annoncé 2 temps. Peut-être qu'on va tout de suite prendre des questions du public et du coup les participantes et participants pourront tout en répondant, éventuellement réagir à ce qu'ils ont entendu autour de la table. Moi, juste avant de vous donner la parole, évidemment, j'ai noté beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a vraiment des croisements qui s'établissent entre les différentes présentations qui sont assez fascinants. Mais j'ai noté la dimension relationnelle, le fait que des noms puissent être projetés dans d'autres univers et que du coup ils changent de signification. Et je trouve qu'en retour, ça pose la question de certaines normes, de certaines doctrines qui sont présentées comme nécessaires pour gérer la question de la dénomination des lieux. Je pense par exemple à la question de le fait d'avoir recours uniquement à des noms locaux et à des noms qui renverraient une certaine authenticité par rapport à l'environnement. C'est quelque chose qu'on peut en fait peut-être discuter. Et il me semble que là, on a des éléments pour le faire. Et puis l'autre dimension que j'ai trouvée aussi tout à fait intéressante, c'est la dimension qualitative des lieux et la différenciation qu'on peut faire sur un plan qualitatif des lieux. Alors bien sûr, une approche quantitative est tout à fait nécessaire. On a démarré par ça et je crois que c'est signifiant. Mais la dimension qualitative compte aussi. Et je crois que là, ça a été bien montré. Et du coup, je pense que des politiques publiques aussi volontaristes peuvent aussi tenir compte de certainement de cette dimension. Je voudrais juste, là, pour revenir à du local, je voudrais juste donner l'exemple de Carouge. Alors, je ne sais pas si derrière, il y avait une politique volontariste, je suis
même pas sûr. Mais Carouge, c'est assez intéressant parce que dans les noms de voies, il y a une centaine de voies. Il y en a un certain nombre qui portent des noms de personnes et il y en a 0 qui portent des noms de femmes. 0. Donc là, on ne peut pas faire moins. Donc c'est évidemment, c'est particulièrement spectaculaire, on va dire. Et à Carouge, il y a un collège qui s'appelle le collège de Madame de Staël, et il s'avère que la nomination de ce collège a entraîné la nomination d'une station de tram, et qui, alors maintenant ça a changé un peu, c'était le terminus, donc c'est le nom même de la station de tram, donc il y a un effet un peu de démultiplicateur. Donc dans des situations aussi dramatiques que celle-là, on pourrait dire, le fait peut-être de se focaliser sur des espaces à très très forte visibilité, à très fort usage, peut aller aussi peut-être dans le sens d'un rééquilibrage partiel, bien sûr, mais en tout cas peut-être plus efficace que simplement sélectionner des voies nouvelles, parfois avec très peu de visibilité, ce qui évidemment est aussi important. Voilà, ça c'est les réflexions que m'ont évoqué les présentations. Donc je propose tout de suite qu'on prenne quelques questions, et puis lors des réponses, comme ça, les participantes et participants réagiront aussi à ce qu'ils ont entendu autour de la table ronde. Alors, comment ça marche? C'est moi qui ai le micro? Non, c'est vous. Donc voilà. Alors on dit questions, ça peut être simplement des réactions, hein, ou des témoignages. Merci. Alors moi, j'ai une petite question pour Madame Barton, c'est ça votre nom, qui n'est pas seulement la mienne, en fait, qui est une réflexion qui est revenue souvent depuis ce travail qui a été fait avec le nom des Genevoises, qui est revenu souvent autour de moi. Alors, il y a cette volonté, évidemment, éminemment positive de vouloir visibiliser les femmes avec des panneaux sur les murs. Pourquoi ces panneaux sont roses ? Alors, les panneaux dans le projet étaient violets, qui est la couleur des luttes féministes, mais un des seuls hommes qui participe au projet, qui est l'imprimeur, a choisi une couleur différente, donc elles sont roses. Et finalement, c'est assez intéressant du coup de voir que toutes les plaques officielles qui sont bleues, qui est une couleur traditionnellement associée au masculin, sont des plaques d'hommes, et les plaques alternatives qui désignent des femmes sont roses. Mais si on y croit très fort, on peut dire qu'elles sont violettes. D'autres questions? Oui? C'est pour Michel Benarous. Vous avez cité la Banque mondiale comme étant une entité capable d'influencer les noms de lieux. Je voulais savoir dans quel cadre, quel programme de la Banque mondiale a ce genre d'influence? Il y a un programme d'adressage de la Banque mondiale dans les années 90 qui a touché 12 ou 13 pays, je crois, et une cinquantaine de villes. Et ce qui était, donc là, il s'agissait d'adressage, pas forcément de nommer avec des noms en tant que tels, ça pouvait être numéroté des rues. Et ce que je trouve très intéressant dans ce programme, enfin en dehors de sa non-appropriation, donc de ce qu'on pourrait appeler ses limites ou son échec, c'est que le choix était donné dans chacune des 50 villes participantes. Il y a des commissions qui ont été créées pour réfléchir aux noms éventuels qui pourraient être donnés. Et à quelques exceptions près, il y a eu des noms qui ont été donnés. On avait vu un à la Médina à Dakar, qu'a dit Djibril Ndiaye, que personne n'utilise. Mais très souvent, ces commissions ont fait le choix de s'en tenir à des numéros. Elles pouvaient donner des noms, mais on fait ce choix. Et moi, j'ai approché personnellement les participants à cette commission à Dakar et d'Abidjan aussi, et se justifier en disant des noms, ça peut être polémique, ça peut créer des tensions. Avec des numéros, on aura beaucoup plus la paix, et de toute façon, on n'est pas dupe. Personne ne va vraiment les utiliser. Ça nous servira
peut-être nous à identifier des bâtiments pour la fiscalisation locale, pour des choses comme ça, mais tenons-nous-en à des numéros plutôt qu'à des noms. Il y a eu sur place des protestations, il y a eu on ne peut pas dire de mouvements activistes parce que ça serait trop, mais il y a eu quelques petites protestations dans la presse. Comment vous n'avez pas tenu l'occasion, saisi l'occasion de donner le nom de quelques héros nationaux à ces rues-là? Mais ça s'est très vite calmé. Tout le monde a accepté que finalement, si on pouvait éviter, souvent dans des villes qui ont suffisamment de difficultés, où il y a suffisamment de tensions, où il y a suffisamment de conflits potentiels récurrents, si on peut éviter une cause de problème, autant l'éviter et restons avec des numéros. Mais c'était, oui, un très très gros programme de la Banque mondiale avec UN Habitat, je pense. C'était un gros programme. Dans le cas de ces programmes de la Banque mondiale, tu l'as signalé, mais je pense qu'on peut insister. Effectivement, il y a une dimension aussi fonctionnaliste, et puis il y a le projet de fiscalisation aussi qui va avec, qui bien sûr ne participe pas à la popularité de ce genre de démarche, même si c'est pas la seule explication. Si je peux, je donne juste une anecdote parce que ce programme a touché mon quartier. Moi, j'habite Dakar, je suis dakarois depuis 30 ans maintenant, et a touché mon quartier qui s'appelait Amitié 2. Alors Amitié, c'est un nom qui sent bon son singorisme. Enfin, ça faisait partie des ouvrages du président Poète. Bon, on voit bien que ça a été nommé mais on connaissait tous Amitié. Et le quartier a été renommé très poétiquement zone AAB. Et ma rue, qui n'avait pas de nom, a un numéro maintenant que j'ignore, j'arrive jamais à le retenir, ça doit être 5145 ou un truc comme ça. Et en fait, pour dire où j'habite, j'habite à côté on a vu de Cœur d'Iraf, du siège de cet établissement sportif, ou à côté d'un centre de santé qui est connu, qui porte le nom d'une personnalité locale, Gaspard Camara. Personne ne va dire zone AAB, rue 5145. Donc c'était les limites aussi de la Banque mondiale. Mais on est fiscalisé quand même depuis, ils ont réussi ce coup-là. Irène, est-ce que, comme tu as utilisé relativement peu de temps, tu as été sobre pour laisser le temps à la discussion, du coup, peut-être que tu veux réagir aussi aux présentations qui ont été faites et amener un peu de transversalité à partir de ta spécialité? Oui, enfin, je vais y tenter. Tout simplement, déjà, moi, ce que j'ai retenu, c'est comme qu'il y a un aspect qui peut-être moins avec et encore, c'est discutable sur la question du genre, mais il y a quand même la question coloniale qui est présente dans la plupart des situations là qui ont été présentées, hein. Mais ce que je retrouve aussi comme point commun avec les noms de femmes à Genève et qui est vraiment primordial dans le cas de la toponymie, hein, c'est la légitimité et qui est légitime à figurer. Alors, vous avez beaucoup parlé de noms de rues, mais plus généralement, voilà, les noms de lieux. Et c'est vraiment, en tout cas, une question qui est primordiale au Québec, par exemple, mais en Amérique en général aussi, par rapport à la question la présence des noms de lieux autochtones. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette question de la légitimité, et pas seulement par rapport à la question des noms de lieux, hein. Qui est-ce qui est légitime à faire territoire ou à faire espace, hein, finalement. Il y a à s'inscrire et à exister dans l'espace, que ce soit l'espace public ou dans le territoire. Je crois que c'est peut-être cette question-là qui moi, me paraît la plus transversale de toutes les interventions. Voilà, peut-être. Merci. Alors, on retourne du côté de la salle, s'il y a d'autres questions.
Oui, je vous remercie pour ces exposés, notamment la question de la légitimité, mais la toponymie, c'est aussi le sens qui est conféré par les noms qu'on donne, que ce soit pour les lieux, les personnes, et c'est un très grand outil de connaissance. Et dans ma discipline, architecture, urbanisme, on est bien informé quand on découvre le nom du lieu sur le caractère qu'avait le site, par exemple, notamment à Genève, et c'est assez particulier parce qu'on a des cultures très proches avec la France, mais sur la toponymie, on est très différents. C'est-à-dire qu'en tout cas sur Genève, contrairement à mes collègues français, on privilégie encore aujourd'hui beaucoup de noms qui sont dans la toponymie du territoire, qui sont issus du monde agricole et qui nous donnent une information sur la qualité des sols, sur le relief, sur le lieu, etc., ou qui les nommait et pourquoi on les nommait comme ça. Et ça donne une information sur ce qu'on peut faire aussi de ce territoire ou sur ce qui était son histoire et peut-être son avenir. Alors j'aimerais aussi vous entendre là-dessus, sur le sens de ces mots, y compris par exemple pour les cultures amérindiennes, parce qu'on sait bien que, alors vous avez dit des noms de saints catholiques qui faisaient sens, Saint-Laurent, puis aujourd'hui on va redonner des noms qui, eux, nous donnent une toute autre information sur le lieu. Si vous pouviez développer cette question. Merci. Merci. Alors c'est une question en fait très très large, parce qu'il y a d'une part le fait qu'effectivement la toponymie est un domaine qui enregistre des informations aussi de périodes différentes. Donc il y a toute la dimension archéologique qu'autorise la toponymie. La toponymie renseigne sur le peuplement, sur le rapport à l'environnement, sur le rapport social au lieu, et fonctionne aussi potentiellement comme un palimpseste, donc renseigne pour des périodes anciennes. Donc c'est évidemment un des aspects de la toponymie aujourd'hui, pas que d'aujourd'hui d'ailleurs, d'être un outil d'archéologie du peuplement, d'archéologie du rapport à l'environnement. Il y a vraiment des tas de choses qui se font de ce côté-là et qui sont tout à fait intéressantes. Après, quant aux différentes pratiques, là on en revient, je pense, à une notion qui a été introduite par Michel au tout début, celle de culture toponymique. Effectivement, il y a des cultures toponymiques différentes et il y a des manières de concevoir, d'utiliser et ensuite après de pratiquer la toponymie qui peuvent être assez différentes. C'est intéressant de voir qu'on peut opposer par exemple la France voisine et le canton de Genève. Effectivement, il y a des pratiques qui sont de nature différente, donc c'est tout à fait intéressant. Moi, je voudrais aussi dire, il y a aussi la question de la manière dont on investit des noms. J'ai beaucoup travaillé sur la diffusion des références à Nelson Mandela dans le monde. Alors aujourd'hui, il y a près de 5000 noms de lieux à travers le monde qui renvoient à Nelson Mandela. Alors, bon, d'une part, il y a des noms de lieux qui l'ont été à l'époque où Nelson Mandela était encore en prison, apparaissait comme un rebelle, on était en pleine guerre froide, donc politiquement c'était quand même très très marqué que de revendiquer cette référence, alors que des nominations beaucoup plus récentes n'ont pas cette dimension politique-là, en ont même une autre. Et puis, dans une même ville, on peut avoir des périphéries et des populations marginalisées qui vont utiliser la référence à Nelson Mandela pour cette dimension justement qui évoque une certaine revendication de justice sociale et dans le même temps, on va avoir au centre-ville, dans les VIP et les buildings dédiés aux multinationales qui vont utiliser la référence à Nelson Mandela pour communier dans une espèce de mondialisation avec un certain nombre de valeurs associées à un certain libéralisme. Et on va trouver ça, par exemple, dans des grandes villes brésiliennes. On aura le même toponyme qui est utilisé, revendiqué, approprié de manière extrêmement différente, voire pratiquement contradictoire d'ailleurs. Donc je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est en tout cas une des dimensions aussi de la différence de sens que l'on peut accorder à la toponymie. Mais je crois qu'une partie de la question s'adressait à Irène, donc peut-être que tu veux dire quelque chose. Je pense que Mélissa aurait aussi des choses à dire, mais là on a un problème d'intercompréhension, puisque Mélissa ne parle pas français. On ne t'entend pas là, Irène. Pardon.
Voilà. Par rapport au sens, effectivement, des noms de lieux, c'est effectivement une question tout à fait importante. Et je dirais que pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, c'est un peu une généralisation, mais je pense qu'elle peut faire sens ici. Il y a deux dimensions, je dirais, aujourd'hui. Il y a le sens qu'on donne aux toponymes dans le cadre des revendications. C'est ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de montrer une occupation du territoire, il s'agit de prouver une occupation du territoire pour pouvoir négocier des droits de cogestion des ressources naturelles, du territoire, etc., par les peuples autochtones avec les gouvernements. Et dans ces cas-là, il s'agit en général, dans les noms de lieux, il faut que ces noms de lieux démontrent finalement une territorialité propre à des sociétés mobiles, donc de sociétés qui pratiquaient la chasse, la pêche, des migrations saisonnières sur de très grandes extensions de territoire. Donc il s'agit de démontrer des sites de campement, peut-être les portages qui étaient les endroits où il fallait, par exemple, débarquer les canaux d'une rivière et porter les canaux parce qu'il y avait peut-être une chute d'eau qui empêchait de continuer. C'est ça qu'on appelle les portages, les lieux de sépulture, les sites sacrés, etc. Donc, des noms de lieux qui montrent l'inscription dans le territoire de ces sociétés. Ça, c'est le premier sens des toponymes. Puis je dirais que le deuxième sens, il est plus, comment on pourrait dire, endogène aux sociétés autochtones, c'est-à-dire c'est des noms de lieux qui ne vont peut-être pas forcément être transmis à l'extérieur de ces sociétés, mais qui servent, qui ont des objectifs de transmission de la culture, de l'identité, de la langue entre générations. Je dirais que c'est peut-être ça les principaux sens qui sont donnés aujourd'hui au nom de lieux dans ces sociétés, mais j'en ai certainement manqué, hein, mais en tout cas en fonction des interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs externes, pardon, pour des questions de revendication, ou des interlocuteurs internes pour des questions de transmission du savoir. Voilà. Merci. Merci. Bon, je vois que l'heure a tourné, il est 46, donc on a atteint l'heure de fin de cette table ronde. On termine sur la question du sens, c'est pas mal quand même, puis ça laisse la question ouverte. Il se passe beaucoup de choses du côté de la toponymie aujourd'hui, particulièrement à Genève. Voilà, on vit un moment riche de ce point de vue-là, et c'était avec beaucoup de plaisir qu'on a pu avoir aussi des acteurs et des actrices de ce mouvement aujourd'hui. Donc voilà, merci pour votre présence, merci aux participantes, participants, et puis voilà, on peut continuer à discuter de manière informelle cette fois en dehors de l'estrade. À bientôt.